Bonjour, Shalom, vous êtes bien dans votre émission Benacaps. Bonjour, vous êtes bien dans votre émission Benacaps. Et Benacaps reçoit pour vous un homme qui n'est plus à présenter. Un homme qui défend avec amour, détermination son pays, qui va faire des investigations un peu partout, où les gens n'osent pas, mais lui, il va pour aller voir tout ce qui se passe. Un homme qui se lève, qui dit ce qu'il pense tout haut, un homme qui n'a pas peur, qui va, qui affronte les choses. Si ce n'est que M. Eliezer. Bonjour, M. Eliezer. Bonjour. Comment vous allez? Au rythme de la République. Là, vous êtes en Europe. Oui, je suis en Europe. Je vis en Europe comme si j'étais au Congo. Donc ma pensée est au Congo, ma réflexion est au Congo. Et là, je suis en visite ici, d'ailleurs à la fin de mon séjour. Dites-moi un peu, est-ce que c'était un rêve? Comment vous êtes retrouvé à la télé en train de défendre votre pays? Bon, un rêve, je ne sais pas. Moi, je pense que c'est une vocation. C'est une vocation parce que souvent, moi, je crois à la prédestination. Vous pouvez faire tout ce que vous pouvez faire comme étude, mais la prédestination s'impose sur l'existence de chacun. C'est un boulot que nous faisons, mais nous servons par contre les pays avec abnégation, s'il faut le dire ainsi. Ouais. Et c'était quoi la chose qui vous a poussé? C'est vrai que vous avez dit c'est une prédestination, oui, mais qu'est-ce qui vous a poussé? Comment vous êtes retrouvé là-dedans? Est-ce que c'était par amour du pays? C'était par qu'est-ce qui vous a poussé à aller, à rester jusqu'à présent, à défendre encore votre pays? C'est quoi la chose, la chose qui vous a vraiment poussé à faire ça? C'est les 100 Congolais qui me poussent. C'est les 100 Congolais qui m'ont toujours orienté. C'est les 100 Congolais qui ne me laissent pas tranquille vis-à-vis de la situation de mon pays. Parce que j'ai toujours dit, surtout à ceux qui prient beaucoup, ceux qui attendent les paradis, que, attention, personne ne sait où est-ce qu'il était avant d'arriver au monde. Et personne ne sait où est-ce qu'il ira après notre passage sur la terre des hommes. S'il fallait poser la question à Dieu, si Dieu posait la question à chacun d'entre nous, de l'envoyer dans quel pays, peut-être que tout le monde préférerait d'autres pays, si tous les pays d'outre-mer que la RDC. Peut-être que je pouvais me retrouver seul. Donc l'amour, le patriotisme, le nationalisme, il n'y a aucun autre pays que j'ai envie comme le Congo. Donc c'est un pays que je trouve que Dieu avait raison de m'envoyer dans ce pays-là, comme Congolais. Voilà. Après investigation au Congo, quelle situation qui vous a fort touché et marqué? C'est le fait que nos dirigeants ne savent pas que le pouvoir ne leur appartient pas. Le pouvoir appartient au souverain primaire qui est le peuple congolais. Cette façon-là de vouloir s'accaparer du pouvoir, des biens d'autrui illégalement, c'est ce qui me touche plus. Parce que nous sommes les pays, je ne sais où est-ce qu'on veut placer la RDC. C'est un pays où on n'a jamais vécu la remise et reprise entre les chefs d'État. 50 ans, plus de 50 ans après l'accession de notre pays à l'indépendance, on a aujourd'hui 56 ans d'âge. Mais on ne veut pas respecter les principes démocratiques presque dans tous les secteurs de la vie. C'est ce qui m'inquiète un peu. De deux, la politique a pour mission de poursuivre l'intérêt général. Mais chez nous, nous avons les hommes d'affaires qui sont en politique. Nous avons les politiciens qui cherchent à tout prix à se retrouver, même si le peuple ne se retrouve pas. J'ai fait un petit tour ici à Bruxelles aujourd'hui avec Pasteur Bobo et à Ristampet. Je vois comment l'État retourne au peuple ce qu'il contribue. La contribution que le peuple donne, ce sont les taxes, ce sont les impôts. Mais nos taxes, nous, on ne doit pas les contrôler. Dès que vous osez dénoncer, vous êtes obligé de poursuites, vous êtes obligé de menaces. C'est comme si on ne comprend pas réellement c'est quoi la mission de l'État. Que moi, je connais comment l'État est né et pourquoi l'État existe. Mais chez nous, c'est le contraire. Donc, ce qui me touche, c'est cette façon-là de faire exprès ce qu'on connaît. Parce que tous ceux qui dirigent aujourd'hui, la plupart,
ça peut scandaliser beaucoup de gens, mais c'est la diaspora qui dirige chez nous. C'est la diaspora qui dirige chez nous. Dans le gouvernement, ce sont eux, ainsi de suite. Mais ce n'est pas la diaspora combattante que je parle. Il y a la diaspora qui dirige là. Les gens qui voient, qui ont vécu ici en Europe, qui voient comment l'appareil de l'État fonctionne, mais ils font exprès. Mais quand ils tombent malades, ils viennent ici. Hein. Quand ils sont en vacances, ils ne vont pas dans les Bandundu, ils ne vont pas à Ariwara, par exemple, ou encore à Chofa, non, ou à Lubao. Ils vont par contre en Europe. Ils viennent ici, hein, ils vont se faire soigner, ils se reposent bien. Mais entre-temps, le peuple là a besoin qu'on lui fasse le paradis là chez nous. Depuis que vous avez commencé à faire votre investigation, quelle est la chose que vous avez apportée au peuple congolais depuis que vous avez votre micro en train de parler, de dire tout haut ce que vous pensez? Quel est ce changement que vous avez apporté au peuple congolais? L'éveil de conscience. L'éveil de conscience, et c'est la mission que j'ai dans ces pays-là. Il fallait que les Congolais, tous les Congolais, que chacun d'entre nous connaisse ses droits, parce que les droits n'est droit que quand on sait les revendiquer. Si on ne sait pas revendiquer les droits, ça c'est un principe des droits. Si on ne sait pas revendiquer ses droits, donc c'est un peu bizarre. Moi, je pense que Dieu m'a donné, m'a envoyé au Congo, et pendant cette période, au moins, que je suis écouté, d'éveiller au moins la conscience des Congolais, de leur montrer que voilà, c'est votre pays, Dieu n'avait pas commis une erreur pour que vous soyez comme ça. Parce qu'ici, même en Europe, nous connaissons beaucoup de gens, tellement que la presse que nous faisons, bon, c'est la presse, je ne sais pas, je ne sais pas réellement comment qualifier ça. C'est cette presse-là qui a vendu tant l'Europe, qui a fait croire aux gens que non, en Europe, à la place de la neige, c'est de l'argent qui tombe. Même pendant l'été, ça tombe, comme ça, vous pouvez ou ne pas travailler, vous avez de l'argent. Alors que nous sommes là avec vous, depuis que je suis en Europe, là où j'étais en Allemagne, là où on était à Mulhouse, partout, c'est -3, -2. Vous avez difficilement d'atteindre. Je n'ai pas senti que la température, une seule fois, est à 10 degrés. Avec tout ce qu'il y a comme froid, sous la neige, et vous avez des difficultés de sortir vos mains dans des poches parce qu'il fait très froid. Vous cherchez les 10 euros, les 20 euros que vous allez gagner difficilement. Et nous, là, chez nous, on nous fait croire que non, l'Europe, c'est le paradis, tout est facile, alors que tout n'est pas si facile. Les coûts, les vies. Là, chez nous, il y a des histoires qu'on ne paie pas, mais ici, quand je vois l'eau, ça coûte combien? L'électricité, ça coûte combien? Les parkings, ça coûte combien, ainsi de suite. Vous voyez que la vie n'est pas si facile ici. Donc, je me suis dit, il faut que je vende la RDC. Pendant qu'il y a les uns qui ont vendu les musiciens, les autres ont vendu les grands patrons, que vous connaissez d'ailleurs, qui sont connus. Hein. Alors que je me suis toujours posé la question de savoir si au Congo, il y a les gens qui ont l'argent. Alors, après une petite enquête, j'ai compris que la plupart qui se passent pour ceux qui ont le moyen, ce sont des commissionnaires tout simplement. Donc, j'ai cette mission-là de vendre le Congo, de faire aimer, de faire que le Congo soit aimé par les Congolais eux-mêmes et de comprendre que c'est un paradis qu'on nous a donné. Si on a la volonté de bien faire, on n'enviera pas l'Europe. Là, vous avez raison en disant que l'Europe, ce n'est pas le paradis. Mais vous osez dire ce que vous pensez, vous osez aller même dans des endroits où il y a certains journalistes qui n'osent pas. Vous osez aller où les gens se taisent, qui ont peur de pouvoir s'exprimer. Mais vous le dites librement. Dites-moi, qui est derrière vous? Il y a une armée, il y a un homme politique. C'est qui vous protège? Le Congo est derrière moi. Le peuple congolais derrière moi, mes ancêtres sont derrière moi. Pensez-vous pas que tous les journalistes aussi qui font leur travail, le peuple et les ancêtres ne sont pas derrière eux? Pourquoi cette différence? Pourquoi chez vous, vous osez, vous allez, mais vous n'avez jamais eu un problème? Parce que vu la situation dans notre pays, personne n'a cette facilité-là pour pouvoir dire tout haut ce qu'il pense. Mais vous, vous osez, vous le dites, et sans tabou. Sans même pour se maintenir un peu, se retenir un peu, mais vous le dites. C'est qui est derrière vous?
D'abord, là, il y a un refus absolu. Quand vous dites que vous n'avez jamais été inquiété, ça m'étonne. Je comprends peut-être que soit vous êtes déconnecté vous-même, mais c'est Tambo connaît tout ce qu'il connaît dans ces pays. Même là, je dois rentrer demain, je suis sous menace terrible. Les 19, j'ai été interpellé. Les 17 et les 19 décembre, les jours que Badi Bang a présenté son discours à la sortie à 23h, on a été agressé par la police. Le 19 septembre, on nous a arraché 2 caméras. Quand vous dites que rien qui vous arrive, ça... Mais s'ils veulent vraiment vous atteindre, ils pourront le faire. Mais vous êtes encore là. Ça, c'est juste un peu pour faire un semblant, pour dire que non, vous avez perdu peut-être des matériels et tout ça. Mais vous êtes toujours là, vous continuez toujours à faire votre travail, quoi. Je vais faire semblant pour gagner quoi, madame? C'est que les gens qui font semblant là, cherchez-moi, j'en ai déjà. Parce que tous ceux qui vont menteurs de Facebook, des réseaux sociaux, qui se passent qui cherchent à se victimiser là, ils cherchent les succès. Mais c'est à moi déjà les succès. Qu'est-ce que je vais chercher? Si je dois me mettre à mentir, c'est pour gagner quoi? Je pense que ce n'est pas ça. Les problèmes que nous avons, moi je suis Congolais de père et de mère, villageois de père et de mère en même temps. Allez-y comprendre. J'ai ma façon de me comporter. Quand vous dites que tout le monde n'ose pas, tous les journalistes, il y a les journalistes. Non, il faut voir où est-ce qu'on était, où est-ce que nous sommes maintenant. Nous sommes ici à Bruxelles aujourd'hui. Ces Congolais que vous voyez, qui sont devenus des combattants, payer leurs billets, les transports, pour aller suivre les concerts aux États-Unis, à Mulhouse, quand il y a un concert, et en Allemagne, ainsi de suite. Mais ces Congolais-là ne font plus ça. Aujourd'hui, ils se déplacent pour les combats, pour des marches. Oui, voilà là où on était et là où nous sommes. Au Congo aussi, il y avait ça. Tout le monde était derrière. Ceux qui avaient l'injure facile. Ceux qui faisaient du tralala dans la presse. Ceux qui ont vendu l'Europe. Ceux qui ont vendu les personnalités parce qu'il a besoin d'avoir un peu d'argent. Ceux qui ont fait des histoires qui n'intéressent pas les Congolais, les histoires moins sérieuses. Il y a ceux qui étaient derrière. Aujourd'hui, les chroniqueurs, ceux qui font la musique aujourd'hui, à Kinshasa, ils n'ont plus du succès comme avant, bien qu'ils ont toujours les sponsors qui les sponsorisent, qui leur donnent de l'argent parce qu'il y a des gens qui aiment ça. Mais ils n'ont plus le même succès qu'ils avaient hier. Voilà ce qui se passe. Vous n'allez pas me dire que, madame, vous êtes ici, hein? Je ne sais pas combien de journalistes que vous recevez. Vous êtes déplacés sous les flots pour venir me chercher. Moi, je suis qui? Un simple villageois des pères et des mères. Mais quelque part là, vous savez pourquoi vous m'avez cherché et, pour que nous puissions faire cette émission. Et vous recevez les personnalités, les leaders. Alors, pourquoi vous venez chercher M. Tambo? Qui n'est qu'un simple villageois des pères et des mères qui vient de la famille inconnue, la famille la plus pauvre. Moi, je pense que, madame, celui qui est derrière moi, c'est mon pays. C'est mes ancêtres, c'est le peuple congolais qui croit en moi aujourd'hui. Voilà. Et quelle est la raison de votre visite là, en Europe? Parce que vous avez fait un peu plusieurs pays. Quelle est la raison de votre visite? J'ai été invité pour animer une conférence à Cologne. J'ai fait la conférence en date 17 à 11h. Mais avant ça, j'ai animé une autre conférence à Mons, sur l'invitation de nos compatriotes qui sont là, sous l'organisation des Riches Tempêtes. Il y a eu une autre conférence à Liège et 2 conférences à Mulhouse, dont une la nuit et l'autre la journée. Et ensuite, nous sommes entrés en Suisse pour retourner en Allemagne. Donc, c'est un peu ça. On a été invités pour échanger avec nos amis qui vivent ici, pour essayer de se partager sur la situation de notre pays. Bon, la situation au moins qui préoccupe ceux qui ont les sang congolais. Vous parlez du Congo avec beaucoup d'amour. Vous êtes venu faire plusieurs conférences. Vous avez dit petit villageois, tout ce que vous voulez, mais
petit à petit, vous allez de gloire en gloire. Vous allez, maintenant, là, vous faites plusieurs conférences. Quelles sont vos ambitions? C'est déposer la candidature présidentielle? Je n'ai pas besoin de porter la gloire, c'est le Congo qui a besoin de porter la gloire. Parce que si vous vivez en Europe, il y a les Blancs qui vous ont dit que l'Afrique a la forme d'un revolver. La gâchette se trouve où c'est? Au Congo. Vous n'entendez toujours pas quand on vous dit ça, que vous êtes là, vous pouvez déclencher quelque chose qui doit secouer le monde. Incapable. Si on développe les Congos, si on met les Congos dans l'état où il faut. J'étais à Dubaï dernièrement, c'est un désert qu'on a transformé en paradis. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui veut aller là-bas. Si vous voyez les métros qui sont à Dubaï, vous n'allez pas comparer avec les métros que je vois ici en Belgique. Tout, c'est bien. Avec la volonté, ça va. Aller de gloire en gloire. Je porterai l'étendard de ces pays. Les ambitions. Quelles ambitions? J'ai toujours dit aux gens que si je vais en politique, c'est un détachement. Là où je suis, c'est ça mon boulot. Vous voyez un policier, il est là, on peut le détacher pour garder une autorité. Ce n'est pas pour autant que les policiers là deviennent de là. Non, c'est juste un détachement. On peut entrer en politique pour ne fût-ce que pousser ce pays à avancer avec la petite expertise que nous avons et aussi la volonté que nous avons de faire mieux. Voilà. Depuis que vous avez commencé jusqu'à présent, avec tout ce qui s'est passé, le problème d'élection et tout, aujourd'hui, personnellement, votre propre analyse, pensez-vous vraiment que M. le Président pourra quitter le pouvoir sans qu'il y ait bain de sang? Bon, ça c'est une question peut-être qu'il faut lui poser lui-même. Vous savez qu'au Congo, moi j'ai déjà reçu tout le monde sauf lui, sauf le président Joseph Kabila, qui n'est jamais passé à mon micro. C'est peut-être une question qu'il faut lui poser. S'il a besoin d'un bain de sang, parce que j'ai toujours illustré une chose. Il y a une campagne à Kinshasa. Non, il faut dire non. Nous, jeunes, nous disons non à la manipulation. Mais si vous voyez les gens qui s'appellent jeunes, ils ont l'âge, plus que l'âge que Lumumba a fait les histoires sur la terre des hommes, et il est parti. Ils sont plus âgés que Kimbangu, plus âgés que Tshisekedi ici qu'on cherche à pousser comme si au cas où Tshisekedi mourrait aujourd'hui, il mourra avec les Congo. Et les bains de sang, c'est lui le président qui sait. Où est-ce qu'il va amener la République? Où est-ce qu'il va amener le pays? Si c'est vers les bains de sang, ah ben, c'est lui qui a l'impérium. S'il veut qu'il y ait au moins passation des pouvoirs entre lui et celui qui va les succéder, la République le reconnaîtra. Donc, un bain de sang, je ne sais pas. Si ils organisent un bain de sang, pour tuer qui? Tuer le peuple, mais vous allez régner sur qui? Vous allez gouverner qui? Je ne pense pas que si tel est leur rêve, c'est la bonne chose. C'est la plus mauvaise chose dont ils payeront plus cher. Parce que nous avons connu le maréchal. Au Maroc, là, il était entouré de combien de personnes? Il a fallu aller chercher un drap pour venir le couvrir le jour qu'il a tiré sa révérence. Voilà. Eliezer, quel est votre rêve depuis que vous êtes en train de faire l'investigation, depuis que vous êtes en train de parler, de défendre votre pays? Quel est votre rêve? Quand vous êtes en train de dormir, vous dites « j'aimerais tant que cela arrive, j'aimerais tant que cela puisse se réaliser, se concrétiser dans mon pays ». Quel est votre rêve? Mon rêve est résumé dans l'hymne national. Un Congo plus beau qu'avant. Un Congo où les gens n'envieront pas n'importe quel pays. Aujourd'hui, vous allez trouver les Congolais éparpillés. Même en Namibie, là où il fait très chaud, ils sont là. Même en Malawi, ils sont là. Et quand vous voyez, j'essayais quand même de sillonner quelques pays africains, je sais qu'il y a en Éthiopie, ils ont quelle richesse? Mais ils ont combien d'avions? Vous voyez l'aéroport de l'Éthiopie, comment la fréquentation, tout et tout. Je rêve un Congo plus beau qu'avant. Un Congo où les Congolais seront fiers d'être Congolais. Pas un Congo comme ça où vous passez, on vous pose la question, tu es Congolais? Ouf. Quand on voit un Congolais, on voit un voleur. Quand on voit un Congolais, on dit, bon, celui-là peut détourner. Vous voyez comment on nous bouscule. Mais quel que soit, vous vivez ici. Vous savez que partout, vous pouvez entrer, quel que soit votre français, quel que soit le fait que vous vivez ici. Mais quelque part là, vous êtes... il y a toujours la discrimination parce qu'on sait que Dieu n'avait pas commis une erreur
de vous envoyer au Congo. S'il voulait vous envoyer, il est le tout-puissant. Hein? Vous devriez naître, je ne sais pas, belge ou française. Voilà. Vraiment, grand merci. Vous avez pu vous libérer pour être face à Benacaps. Vraiment, je vous dis grand merci. Et j'ai appris que vous partez demain. Et je vous souhaite aussi un bon voyage, une bonne continuité aussi. Et que la main de Dieu soit sur vous. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Quelque chose, madame. Merci. Bon voyage. La main de Dieu sera sur moi, mais je vous invite à ce que nous faisons, madame. Parce que j'ai toujours considéré, je sens en vous que vous priez beaucoup, plus que nous autres. Et avant d'attendre les paradis célestes, là, Dieu vous a envoyé au Congo pour faire d'abord les paradis ici. Parce que celui qui n'a pas fait les paradis dans son pays n'ira pas au paradis céleste. Il ira dans l'enfer. Parce qu'il a fait de son pays l'enfer. Moi, je pense que c'est ça. Nous vous invitons à des choses sérieuses. Nous vous invitons de ne pas voir que les combats là, c'est le combat de M. Tambwe. Se mettre peut-être à dire que lui travaille. Nous sommes des professionnels, certainement, je vous ai laissé ça. Mais nous sommes des patriotes. Si vous pouvez faire quelque chose, pensez dans tout ce que vous faites. Parce qu'on ne sait pas si le dernier jugement sera sur ce que chacun aura fait pour son pays. C'est la raison pour laquelle je vous ai invité, par souci de mon pays, pour pouvoir véhiculer le message que vous avez l'habitude de le faire. Pour laquelle je vous invite aussi que dans votre métier-là, qui est quand même une place pour la République, qu'on sente que vous ne faites pas seulement des émissions, mais il y a le patriotisme en vous qui vous pousse peut-être que nous allons changer. D'accord. Fière d'être congolaise, toujours. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission et grand merci. Bye bye. Bonjour, shalom. Vous êtes bien dans votre émission Benacaps.